La crypto-monnaie EGLD d'Elrond qui chute de 93% sur le DEX Maillard après un crash suite à un possible piratage. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce point de marché du 6 juin. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des ventes massives sur Maillard de plusieurs millions de dollars d'EGLD qui ont fait chuter de plus de 93% le GLD. Donc il y avait des EGLD qui se vendaient à 5 dollars au lieu de 75 dollars hier. C'était uniquement sur le DEX Maillard. Sur les échangeurs centralisés de type Binance, on a eu des chutes beaucoup plus faibles de l'ordre de 5%. Qu'est-ce qui s'est passé? Il semblerait que l'attaque provienne d'une crypto-bourse chinoise sur laquelle un smart contract a été déployé et aurait permis d'obtenir 1,6 million de GLD. C'est la crypto-monnaie d'Elrond. Et il y a 3 portefeuilles qui ont vendu d'énormes quantités de GLD. Ces 3 portefeuilles ont été créés en même temps. Ils ont reçu des fonds de la part de Binance. Puis ils ont déployé un smart contract qui leur a permis d'avoir des EGLD à un prix très faible et ensuite de revendre des quantités énormes, ce qui a fait chuter le GLD sur le Maillard DEX. On a eu différentes attaques sur ce marché crypto ce week-end. La deuxième attaque, c'est un serveur Discord et pas n'importe lequel, c'est le serveur Discord de Yuga Labs. C'est les propriétaires de notamment Bored Ape Yacht Club et des CryptoPunk qui sont les deux plus grosses collections NFT. Et on a 200 Ethereum qui ont été volés. Le problème, c'est que ce piratage, il a été dévoilé par l'équipe 11 heures après cette attaque. Il a été dévoilé sur Twitter. Et donc pendant 11 heures, le serveur Discord du Bored Ape Yacht Club a été infiltré par des pirates informatiques qui ont sorti plus de 200 ETH. C'est l'équivalent de 360 000 dollars. Une autre attaque a eu lieu ce week-end sur Stepn. C'est une autre forme d'attaque. C'est une attaque DDoS, qu'on appelle en français une attaque par délit de service. Comment ça se passe? Les attaquants envoient énormément de requêtes sur le serveur. Ensuite, le serveur est ralenti, voire il peut crasher, ce qui peut empêcher les utilisateurs d'avoir accès au service. C'est ce qui s'est passé donc sur Stepn, le numéro 1 des Move to Earn. L'équipe dévoile qu'ils ont eu en 24 heures 25 millions d'attaques par déni de service, qui a fortement ralenti l'application Stepn. On a le journal du coin qui nous apprend que certains mineurs de Bitcoin sont en train de vendre à contre-cœur à cause de cette chute du Bitcoin sous la barre des 30 000 dollars. On a certains mineurs qui n'arrivent pas à rentabiliser leurs investissements, donc ils sont en train de vendre petit à petit des bitcoins à contre-cœur malheureusement, parce que s'ils sont là, c'est qu'ils croient fortement au projet, mais actuellement pour amortir leur matériel, vu le prix du bitcoin à 30 000 dollars et vu la difficulté de hachage actuellement, il leur est impossible d'être rentable. Donc voilà pourquoi ils vendent à contre-cœur du bitcoin. Allez, on a aussi des nouvelles un peu plus positives sur le bitcoin. On n'a pas que du hacking et des mineurs qui n'ont pas le moral. On a aussi notamment des analystes qui prévoient un retournement haussier sur le bitcoin. On a le trader Michael Van de Poep qui insiste sur cette zone support des 29 200, 29 300 qui d'après lui constitue un niveau de support clé pour éviter toute rupture massive. C'est vrai que le marché a fait une mèche au niveau des 25 000, mais qu'on est venu se stabiliser sur ce niveau psychologique des 30 000 dollars qui pour l'instant est un support très solide. Mais c'est pas le seul argument, on a aussi des indicateurs techniques qui sont dans le vert. On est notamment entré dans la zone de survente sur le RSI et on a un support, comme vous le voyez sur l'image, sur cette zone du RSI au niveau des 40 qui pourrait correspondre à un fort rebond. On a aussi des indicateurs maison, notamment le Investor Tool créé par Philippe Swift qui permet d'identifier les creux et les sommets locaux. Alors je me méfie beaucoup plus de ce genre d'indicateurs qui ne marchent pas forcément sur tous les marchés, qui ont des historiques beaucoup moins intéressants. Je vous mettrai le lien quand même en description. Vous pouvez retrouver cet article sur le journal du coin, mais on a quand même des signaux qui sont
haussier, en tout cas sur le plan technique sur le Bitcoin. On en parlera un peu plus dans la partie consacrée à l'analyse graphique que vous retrouverez dans la deuxième partie de cette vidéo. Un article très intéressant du Cointelegraph qui nous explique en quoi le Bitcoin pourrait être beaucoup plus intéressant sur le long terme que l'or et qu'il pourrait être une très bonne couverture contre l'incertitude géopolitique. On sait que l'or est la valeur refuge par excellence. En général, quand les investisseurs quittent les actifs risqués comme les actions, une partie de ce capital va dans l'or. La première raison, c'est que l'or a toujours été une valeur réserve dans l'histoire, mais aussi parce que les quantités d'or sont des quantités finies. On ne pourra pas créer artificiellement de l'or, donc ces quantités sont absolument limitées. Voilà pourquoi il suffit que la demande augmente pour que le prix de l'or augmente. C'est exactement pareil pour le Bitcoin. Il y a 21 millions de Bitcoin, il n'y en aura pas un de plus. Voilà pourquoi il suffit qu'il y ait une hausse de la demande pour voir son prix augmenter. Autre article du Cointelegraph qui nous annonce 3 altcoins qui pourraient exploser à la hausse si le Bitcoin passe au-dessus du support des 35 000 $. Il nomme notamment ADA, donc de Cardano, qui commence à avoir une grosse hype. On a beaucoup de gens qui nous parlent de Cardano. On va voir ce que ça dit graphiquement. Il nous annonce quand même une hausse possible de 80% de Cardano. On a Matic qu'ils envoient directement en direction des 1 $, et XLM pour lequel ils ne font pas de prévision, mais ils annoncent que ça pourrait être la troisième qui pourrait exploser si le Bitcoin passe au-dessus des 35 000. Donc on va voir ce que ça dit graphiquement. Je vais vous dire honnêtement si je pense qu'il est intéressant de mettre un billet là-dedans sur ces 3 crypto-monnaies. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches. Cardano, honnêtement, regardez le graphique. Le graphique parle de lui-même. Je vais un petit peu pareil, je vais vraiment me répéter sur Cardano, mais qu'est-ce que j'irais faire dans cette galère? Honnêtement, grosse tendance baissière. On vient de casser un support sur les 0,74. Éventuellement, si on venait à revenir par-dessus ces 0,74, ça pourrait être un signal de reprise, mais on a encore des gros supports. Regardez ces supports qu'on a là. 1,20, 1,60. Franchement, on est loin. Les moyennes mobiles ont croisé depuis un sacré moment. On est en tendance baissière en journalier. En weekly, on est en dessous des moyennes mobiles. Franchement, moi, j'y touche pas. J'y touche pas à ADA. Matic, c'est pareil. Pour l'instant, tant qu'on casse pas le support des 1,80, franchement, on est en dessous des moyennes mobiles. On est baissier. Il n'y a vraiment rien d'intéressant, même sur le plan technique. On regarde le RSI. Franchement, on regarde le stochastique. Rien d'intéressant. On a eu un faux signal par ici. Mais on n'avait pas cassé de support intéressant, on n'avait pas cassé de résistance intéressante. Matic, honnêtement, je n'y vais pas. Méfiez-vous un petit peu de ces prévisions, un petit peu putaclic qui vous annonce 3 successeurs du Bitcoin. Moi, à votre place, je me méfierais clairement. XLM, c'est encore pire, je n'y touche pas. Donc en fait, on va pas chercher à parier sur des reprises. Il va falloir attendre que les acheteurs reviennent. Donc comment on voit que les acheteurs reviennent? Il va falloir dans un premier temps qu'on casse des niveaux de résistance importants. Il va falloir qu'on ait du volume. Donc on va regarder en weekly, qu'on ait des gros volumes quand on casse pour vraiment avoir de la puissance. Donc pourquoi pas si on casse ces 0,24 avec des gros volumes, des volumes supérieurs à ceux qu'on a ici, pourquoi pas. Et avec en plus, il nous faut pourquoi pas un stochastique qui casse le niveau des 20. Là, on a eu quelques faux signaux. Il faut avoir au moins 3 signaux convergents. On casse une grosse résistance graphique avec des volumes en hebdomadaire. Et on a aussi, par exemple, un stochastique ou un RSI qui casse pour le RSI soit la zone de neutralité des 50, soit sur le stochastique qui vient casser cette zone des 20. En tout cas, il nous faut des signaux convergents. On n'est pas là pour faire des paris. On est là pour monter dans le train quand il y a du monde, quand il y a vraiment quelque chose à faire. Pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Donc, ça reste que des paris, que ce soit sur ADA, sur Matic ou sur XLM. Pour l'instant, le Bitcoin est loin d'avoir repris des forces. On va le voir par la suite, peut-être qu'il va nous surprendre. Mais pour l'instant, tant que le Bitcoin reste en dessous des 35 000, tant, et je serais même un peu plus général, tant que les conditions macroéconomiques ne s'améliorent pas, il faut absolument éviter de faire ce genre de paris sur les altcoins. On a le Salvador qui déclare que le conflit en Ukraine perturbe le prix du Bitcoin. On savait qu'ils ont lancé leurs obligations d'État adossées au Bitcoin. Pour l'instant, ça a pris du recul, forcément. Ils ont investi énormément d'argent dans le Bitcoin, pas forcément au meilleur prix. Mais ça peut être un pari gagnant si le Bitcoin venait à confirmer sa reprise.
ça peut être quelque chose d'intéressant pour ce genre de pays, pour s'émanciper du système financier international, pour avoir des réserves autres que du dollar et de l'or. C'est un pari qui est intéressant pour le Salvador. En tout cas, on a déjà eu des retours en termes de tourisme. On a énormément de digital nomades et qui sont allés au Salvador. On a beaucoup de fans de crypto pareil qui sont allés visiter le Salvador. Il se passe quelque chose là-bas. Est-ce que c'est un pari qui va être gagnant à long terme? On verra. Mais en tout cas, dans ce genre de pays très peu développé, avec énormément de criminalité, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Ils sont aussi étouffés par les sanctions internationales, par le dollar américain. Donc c'est quelque chose de nouveau, quelque chose d'ambitieux par ce président qui est très jeune, Nayib Bukele. Deuxième news plutôt intéressante concernant les cryptos avec les Bermudes qui sont en train de faire une régulation sur les crypto-monnaies. C'est pas une régulation qui va être punitive. Au contraire, c'est une régulation plutôt incitative et claire pour les crypto-monnaies. Et donc les Bermudes, ils sont en train de créer une licence sur les actifs numériques avec pour objectif d'attirer des entrepreneurs web 3.0. Du côté de Twitter, justement, on revient en Amérique du Sud avec le Bitcoin Magazine qui nous rappelle qu'il y a un an seulement, le président du Salvador annonçait le Bitcoin comme monnaie légale. C'était historique, c'est le premier État à faire cela. C'était une date historique, c'était le 6 juin 2021. En France, ça bouge du côté de la blockchain. On a notamment un vote en ligne basé sur la blockchain qui a été validé par la CNIL. La pourrait être une super solution pour lutter notamment contre l'abstention en France, qui est un très gros problème. Pourquoi pas pouvoir, dans le futur, voter directement depuis son téléphone ou depuis son ordinateur. Et si vous voulez en savoir plus, on a eu un trade très intéressant de Raptor Crypto sur la chute du Maillard Exchange de la crypto-monnaie EGLD. Je pouvais la retrouver sur mon profil Twitter, Sébastien Mauclair. Je vous mets le lien en description. Le partenaire du jour, c'est Toyster, une place de marché sociale de NFT dans laquelle vous pourrez swiper. Ça rappelle un petit peu Tinder, regardez, vous aurez des NFT que vous pourrez liker, que vous pourrez échanger. L'identité visuelle, je la trouvais vraiment super intéressante, c'est très coloré, c'est très original. Et ils sont en train de sortir leur collection NFT, ce sera des caractères dessinés à la main. Je trouvais ça assez intéressant, l'identité visuelle était très sympa. Le projet est intéressant aussi. Regardez le site web, je vous mets les liens en description. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce sera une place de marché avec des possibilités de discuter de NFT, de les échanger. Tout cela sur une application. Ils ont déjà 6000 personnes sur leur Twitter. Je vais vous mettre tous leurs liens en description et ils vous font gagner donc 2 whitelists. Il vous suffit de commenter whitelist juste en dessous de cette vidéo et je ferai le tirage au sort dans 48 heures pour ce projet Toysters. Il y a aussi Instagram sur lequel vous allez voir pas mal de NFT. Je trouve ça très coloré, très original, dessiné à la main, et vous avez aussi un Discord. Et si vous voulez en savoir plus, notamment sur la team, sur le projet, vous avez le lien du Medium. Allez, on commence pour la partie marché. On va regarder le Fear and Greed Index. On est à 13. On était hier à 10. On remonte légèrement. On est toujours dans l'extrême peur. Sur 24 heures glissantes, on est dans une belle correction haussière. 5% sur le Bitcoin, 5% également sur Ethereum. 3% pour le BNB, on a Cardano qui continue son petit retour aussi à 9%. Comme je vous l'ai dit, on est toujours en dessous des résistances, donc il ne faut pas non plus s'enflammer. Ne partez pas sur un FOMO sur Cardano. XRP plus 2%, Solana 8,9%, qui se reprend un petit peu de ces nombreuses interruptions de service que la blockchain a connues la semaine dernière. Et le Dogecoin, très stable à 1,5% de hausse. En termes de catégories, on a les guildes et scholarships qui augmentent de 22%. C'est une catégorie que j'ai découvert récemment. En fait, c'est des personnes qui sont dans le play to earn, qui gagnent de l'argent dans le play to earn, qui vont créer des groupes, des forums dans lesquels ils vont enseigner à d'autres personnes comment gagner de l'argent grâce à des play to earn. C'est une nouvelle catégorie sur CoinGecko. Il y a seulement 11 crypto-monnaies, mais vous voyez que ça part très fort à la hausse. On est à 22% sur 24 heures. Sur 7 jours, on est à 26%. On a aussi l'écosystème Tezos qui connaît une belle hausse sur 24 heures à plus de 11%. Tezos, une blockchain française
très prometteuse et on a Solana qui rebondit bien à plus de 10%. Du côté des marchés traditionnels, les marchés actions, on a le VIX qui est l'indice donc de volatilité, je vous le rappelle, à 24. On est en train de redescendre en termes de volatilité. On revient sur des niveaux très acceptables. On a eu notamment une très bonne session asiatique cette nuit. Pareil pour le CAC 40 ce matin, plus de 1,5% de hausse. Le DAX 1,60% en ce lundi de Pentecôte. On n'a pas des gros volumes, mais c'est assez encourageant pour ce début de semaine. La news sur le marché américain, c'est encore Elon Musk qui est en train de négocier son rachat de Twitter. Il a dit qu'il menaçait Twitter de retirer son offre s'il ne faisait pas d'efforts concernant les spams. C'est vrai qu'il y a énormément de spams. On voit qu'Elon Musk est en train de chercher des excuses. Il y a 2 semaines, le problème, c'était les faux utilisateurs. Désormais, il parle surtout du spam. Il est en train d'essayer de négocier à la baisse le prix d'achat de Twitter qui avait acheté plus de 44 milliards. Ça va mettre en perspective avec la chute de Tesla depuis quelques semaines. On voit que forcément Elon Musk a moins de moyens de chute de plus de 42% de Tesla. C'est énorme en comparant par exemple au Nasdaq qui a chuté seulement d'une dizaine de pourcents depuis le début de la correction. On est à 25% quand même sur le Nasdaq. Mais quand on a son entreprise principale qui perd plus de 40% en bourse, on peut comprendre, même pour l'homme le plus riche du monde, qu'on veuille négocier à la baisse le prix de rachat de ce type d'entreprise, Twitter, qui a été normalement vendu pour un montant de 44 milliards de dollars. C'est quand même un tiers de sa fortune. Le Nasdaq, justement, belle ouverture aujourd'hui sur l'ouverture du marché US. Plus de 1,7% pour le Nasdaq. On ouvre sur ce petit gap haussier. On est toujours dans ce scénario que je vous avais annoncé la semaine dernière, à savoir ce rebond sur cette zone des 12 570. On a fait une belle bougie haussière. On est venu retomber encore une fois vendredi. Les marchés ont soufflé comme souvent le vendredi. On est venu retomber sur cette zone et là on repart à la hausse. Donc on est sur une zone de rechargement. On pourrait repartir fortement à la hausse sur le Nasdaq. C'est pour l'instant mon scénario privilégié. Pour le Dow Jones, ça ressemble fortement à la même chose. Regardez. On est retombé sur ce niveau des 32 700. On se repose donc sur ce niveau, cette ancienne résistance qui a été cassée. Une fois, on est venu rebondir. Une deuxième fois, une belle bougie baissière. Une belle bougie haussière bien remplie. Ça, c'est signe de puissance. Pareil pour le S&P. On est venu se reposer. On a quasiment les mêmes graphiques. On est venu se reposer. Là, on est en train de repartir en recharge pour repartir de plus belle. Les probabilités sont plutôt, pour l'instant, à une reprise. Et pour le Bitcoin, comme on l'a vu sur CoinGecko juste avant, on est sur une belle hausse de 4,7%. Par contre, on a toujours cet ancien niveau ici. On va déplacer la résistance sur ce niveau, voilà, qui est juste là. On va la mettre sur ce niveau des 32 300 qui fait désormais office de nouvelles résistances. Et on a même un autre niveau qui est juste ici. Regardez, le 32 800. Donc pour l'instant, c'est quand même assez rassurant qu'on quitte ces 30 000. On est venu quand même se reposer pas mal autour de ces 30 000. On avait cassé belle bougie. On est venu se reposer sur ces niveaux. Et là, pour l'instant, on est en train de repartir sur le Bitcoin. On suit à nouveau le Nasdaq. On a l'air de suivre le Nasdaq. On avait eu quelques séances où justement le Bitcoin était un peu plus faiblard par rapport aux actions. Mais pour l'instant, les zones à surveiller à la hausse, c'est toujours les 33 000 à la hausse. À la baisse, toujours ce niveau des 30 000 sur lequel on vient jouer. Et en dessous, on a encore ce niveau des 25 000. Mais pour l'instant, le scénario privilégié, c'est celui plutôt d'une reprise et d'un retour en direction de ces 32 800 sur le Bitcoin qui, s'il venait à être cassé, pourrait nous emmener sur des niveaux beaucoup plus hauts puisque vous voyez qu'on a chuté d'un coup. Donc c'est ça l'avantage des chutes assez rapides, c'est qu'on n'a pas le temps de poser des résistances pour la suite, c'est qu'on ne fait pas de point bas. Donc à remonter, ça pourrait remonter beaucoup plus vite en direction des 40 000 si on venait à casser ces 32 800 en hebdomadaire avec une bougie évidemment bien remplie et si possible forcément du volume, ce serait magnifique.
Pensez à mettre un like si vous avez apprécié ce point de marché du lundi 6 juin. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à télécharger le guide pour investir en période de crise. C'est le cadeau que je vous fais. Il vaut normalement 199 euros. Il peut vous servir énormément, surtout actuellement dans ces périodes très mouvementées. Et moi, je vous dis à demain pour un prochain point de marché.